avec vous, monsieur Descamps. Vous êtes doyen de la faculté de psychologie de Bordeaux, spécialiste de la psychologie du sport et co-auteur surtout d'une enquête qui avait été menée en 2008, que vous avez menée pour le ministère de la Santé et des Sports à l'époque, étude des violences sexuelles dans le sport en France, contexte de survenue et incidences psychologiques. Ça reste une référence en termes d'état des lieux sur les violences sexuelles dans le champ du sport. Est-ce qu'elle a été déjà réactualisée depuis 2008? Merci. Alors non, il n'y a pas eu de réactualisation depuis tout ce travail, au-delà de l'intérêt qu'un certain nombre de dirigeants politiques et sportifs, que je remercie d'être présents également et de nous avoir conviés aujourd'hui, ont pu porter à cet intérêt. Après, pour dire les choses clairement, si c'est pour refaire une enquête, pour essayer d'actualiser ce que peuvent être les prévalences ou les taux d'exposition à ce genre de phénomène, ça ne sert à rien. Je le dis clairement. Il y a une douzaine d'années, notre enquête a montré que 17% des sportifs français déclaraient ou pensaient avoir subi des violences sexuelles dans le cadre du sport. Refaisons une enquête aujourd'hui. On aura quoi? On aura 15%. Ah, très bien, ça a baissé de 2%. Ou on aura 21%. Ça changera quoi? Ça changera rien. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, c'est un phénomène qui, s'il est loin d'être majoritaire, et c'est important de le dire pour rassurer, c'est un phénomène qui est loin d'être anecdotique. Donc, réactualiser pour les taux d'exposition, de mon point de vue, ça ne sert à rien. Là où il faut sûrement aller plus loin, c'est pour investiguer des mécanismes ou des éléments spécifiques qui ne l'ont pas été à l'époque, comme par exemple travailler de façon plus poussée autour de ce que peuvent être les réactions psychologiques des victimes une fois qu'elles sont confrontées à ce genre d'agissement. Également travailler autour de la question des stratégies de faire face des sportifs confrontés à des violences, mais qui, parfois dans certains contextes, réussissent à ne pas être exposés, quelles sont leurs ressources, comment ils ont réagi et comment ces stratégies peuvent aider l'ensemble de la communauté sportive à faire face. Et puis là où il y a de mon point de vue un manque flagrant sur lequel il nous faudrait maintenant travailler, c'est sur l'identification beaucoup plus claire. On a des idées d'ores et déjà, mais de façon plus scientifique, sur ce que sont les mécanismes organisationnels et psychologiques qui peuvent constituer autant de freins face à la libération de la parole. Ça, on a véritablement besoin d'avoir me semble-t-il, d'avoir des données beaucoup plus claires à ce sujet. Donc, pas de réactualisation, mais besoin d'aller plus loin. Oui, parce que finalement, le contexte de libération de la parole change quand même vraiment toute la donne, même si vous dites, OK, on aura des chiffres plus grands, peut-être que de refaire quand même un état des lieux aujourd'hui permettrait surtout d'être plus précis. Disons que là, force est de constater que oui, la situation, l'environnement a changé au vu de... pas seulement au vu de la libération de la parole, mais au vu de la façon dont la parole libérée est accueillie. Reprenons, moi j'ai envie de situer les choses là en faisant référence un peu à trois grandes époques. Reprenons ce qui s'est passé dans les années 90 avec l'affaire des lanceurs de marteau, tristement célèbre pour avoir été porté au effort par Catherine Moyon de Bac. À l'époque, on a quoi? On a des sportifs qui s'en prennent à d'autres sportifs, entre guillemets, sous couvert d'un entraîneur. Cette sportive qui a dénoncé et qui a été la première à faire ça en France, a gagné son combat, ses procès. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le moment? Le milieu sportif a décidé de lui faire payer le fait d'avoir parlé, tout ça pour avoir terni l'image du sport français. C'était elle qui était considérée comme fautive. Vous voyez à quel point c'est abominable. Alors après la deuxième époque, il faut revenir en 2007 lorsqu'Isabelle de Mongeau a parlé, lors des affaires qui ont touché le tennis. Alors là, effectivement, il y a eu des réactions de la part des instances ministérielles. Sur le moment, ça n'avait pas été évident, me semble-t-il, pour le ministère des Sports, que de mobiliser d'autres ministères pour travailler sur cette cause. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé du côté des structures sportives? Un certain nombre ont réagi.
Et pour autant, il y avait quand même beaucoup d'attitudes, somme toute, dubitatives face à ce qu'il fallait penser ou dire vis-à-vis de ces victimes qui venaient de parler et de celles qui ne l'avaient pas encore fait. Et puis là, aujourd'hui, me semble-t-il, nous sommes à une nouvelle époque. J'ose espérer, comme en témoigne tout ce qui s'est passé depuis la libération de la parole de Sarah Abitbol ici présente. On a quoi? On a déjà, du point de vue des instances ministérielles, un regroupement de plusieurs ministres, secrétaires d'État. Moi, c'est vrai que ça fait depuis 2012 que je plaide pour la constitution d'une délégation interministérielle sur ce sujet, parce que c'est une problématique sportive qui n'est pas purement du ressort du ministère des Sports. Madame Maracineanu nous l'a dit clairement, et ça a été également rappelé par sa collègue Madame Belloubet, par Monsieur Taquet. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, me semble-t-il? Eh bien, il y a une réaction, en tout cas, de la part des instances sportives. Les instances réagissent et les sportifs réagissent, comme en témoigne la tribune publiée par la commission des athlètes du CNOSF. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose d'inédit. Alors, maintenant, on peut être optimiste. Soyons vigilants néanmoins, parce que des choses positives qui se sont produites par le passé, il y en a eu. Elles n'ont pas toujours duré. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut être vigilant, que toute l'énergie que nous avons tous, puisque si vous êtes tous ici et aussi nombreux ici présents, c'est que vous êtes tous mobilisés pour faire avancer cette cause, il faut que cette énergie qu'on a aujourd'hui, elle puisse être bien canalisée pour qu'elle puisse durer dans le temps, un peu comme le font des sportifs de haut niveau qui se préparent pendant des semaines, des mois pour atteindre les plus hauts objectifs de carrière. Ben, faisons de cette cause notre carrière commune et essayons d'atteindre voilà, l'or olympique dans cette lutte. Puisque vous parliez d'elle, Catherine Maillon de Bâc est avec nous et on l'entendra tout à l'heure. Philippe